Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo mon travail de thèse qui s'intitule Application de la répétition espacée à l'enseignement de l'anatomie pathologique dans le cadre du projet SpacePath. Ce travail a été réalisé dans le service de pathologie de l'hôpital Cochin sous la direction du docteur Pierre Soyer. Voici la manière dont je vais structurer ma présentation et nous allons commencer par des rappels sur le contexte de mon travail de thèse. La mission principale du pathologiste consiste à porter un diagnostic à partir de la morphologie. Schématiquement, deux modes de raisonnement permettent d'y arriver. Soit à la lecture d'une lame histologique, le pathologiste reconnaît la lésion en la comparant à ce qu'il a déjà vu auparavant, c'est le raisonnement analogique ou intuitif. Sinon, s'il ne la reconnaît pas, il peut procéder à une analyse descriptive en s'appuyant sur des critères connus. C'est le raisonnement analytique. Ici, par exemple, on a une lésion tumorale manifestement maligne comportant des fentes vasculaires bordées par des cellules atypiques. C'est un angiosarcome. Ces deux manières de penser ne sont pas séparées par une frontière étanche. La prépondérance de l'une ou de l'autre dépend de divers facteurs, comme l'expérience du médecin. Et le diagnostic qui en découle est plutôt la résultante d'une balance. Néanmoins, il existe de bons arguments pour penser que ces deux modes de raisonnement correspondent à des systèmes cognitifs distincts. Il est nécessaire, dans les deux cas, de mémoriser un certain nombre d'informations, et nous nous sommes donc intéressés à la mémoire. On connaît bien depuis au moins le 19e siècle et les travaux d'Ebbinghaus l'évolution spontanée de la mémoire. Elle suit une courbe dite de l'oubli, proche d'une exponentielle négative. Le souvenir est vif pendant une courte période, puis décroît rapidement. Par rapport à l'évolution spontanée de la mémorisation, le rappel permet une réactivation intense et transitoire du souvenir. Premier cas de figure, si le rappel est effectué à distance de l'apprentissage initial, la cinétique d'oubli est peu modifiée. En revanche, s'il persiste une trace suffisante de la mémorisation antérieure, le rappel permet de ralentir la vitesse d'oubli. L'optimisation de ces rappels et de leur espacement par des intervalles de durée croissante constitue le principe de la répétition espacée. Cela repose sur l'effet d'espacement qui conduit à une diminution notable de la pente de la courbe de l'oubli et améliore la rétention à long terme. La gestion des intervalles est déléguée à un algorithme dédié qui prend en entrée les révisions antérieures et les performances de l'utilisateur afin d'optimiser le délai entre les révisions ultérieures. En pratique, le moyen le plus commun de bénéficier de la répétition espacée est d'utiliser un logiciel, le plus souvent sous forme de carte mémoire virtuelle. Elle bénéficie, en plus de l'effet d'espacement, de la restitution active qui consiste à mobiliser une information mémorisée, par exemple à l'occasion d'un examen. Son effet est supérieur à un apprentissage basé sur l'écoute passive seule. L'amélioration mnésique est encore plus importante lorsque l'apprenant a un retour ou feedback sur ses réponses. Enfin, les recherches en psychologie expérimentale ont mis en évidence le concept de difficulté désirable, selon lequel une adaptation optimale de la difficulté permettrait d'en optimiser la mémorisation. La répétition espacée dispose d'un solide niveau de preuve dans la littérature scientifique, y compris en médecine. Elle est d'ailleurs très populaire auprès de nombreux étudiants, chez qui l'on constate de meilleurs résultats. Naturellement, nous nous sommes posé la question de son intérêt en anatomie pathologique. En effet, nous devons retenir de nombreuses entités, parfois rares. Notre discipline est en évolution constante. Et enfin, de par son aspect visuel prépondérant comme la radiologie ou la dermatologie, elle se prête particulièrement bien à un apprentissage par les images. Nous nous sommes donc posé la question suivante. La répétition espacée est-elle efficace pour l'apprentissage d'une compétence diagnostique en anatomie pathologique? De là est né le projet SpacePath. Nous allons maintenant voir quel matériel pédagogique nous avons réalisé, ainsi que le design expérimental. Comme mon directeur de thèse est dermatopathologiste, nous avons sélectionné comme thématique la pathologie cutanée, avec deux modules. En premier module, les tumeurs épidermiques, et en second, les tumeurs annexielles. Nous avons réalisé deux séries de cours vidéo sur ces mêmes thématiques pour une durée totale de 2h30 et dont le but était d'homogénéiser le niveau initial des participants. Concernant le matériel pédagogique pour la répétition espacée, nous avons créé 135 cartes virtuelles avec le logiciel libre et gratuit Anki. Elles se présentent comme ceci. Au recto, des images de lames scannées à différents grossissements, visant à renforcer le raisonnement analogique. Et au verso, la réponse avec le diagnostic et un bref rappel en mots-clés, faisant mémoriser les critères pour le raisonnement analytique.
L'algorithme de Anki repropose les cartes à échéance variable en fonction des difficultés rapportées par l'utilisateur. Passons au schéma expérimental. La première étape est l'inscription des participants volontaires informés suite à nos différentes campagnes de communication. Ils avaient alors tous accès au module de cours vidéo et étaient en parallèle répartis aléatoirement dans 2 groupes différents par la composition des jeux de cartes de répétition espacée. Chaque groupe avait dans ses cartes la moitié des entités abordées dans les cours vidéo. Au bout de 3 mois, nous invitions les participants à effectuer un test avec 20 cas diagnostiques rapides inédits dont la moitié correspondait à des entités vues dans le groupe 1 et l'autre moitié dans le groupe 2. Nous pouvions alors calculer un score pour les diagnostics vus en répétition espacée et un score pour les diagnostics vus uniquement dans les cours vidéo, dont la différence, c'est-à-dire le delta score, correspondait à notre critère de jugement principal. Toutes ces étapes étaient gérées par des scripts que nous avons réalisés avec R. Voyons maintenant les résultats. Nous avons enregistré 332 inscriptions dans l'étude. Les résultats présentés aujourd'hui correspondent à une analyse intermédiaire, couvrant la période d'inclusion du 27 février jusqu'au 7 mai, ce qui correspond à 258 participants. 70 participants ne sont pas encore arrivés à l'échéance des 3 mois de l'évaluation et ne sont donc pas intégrés dans cette analyse intermédiaire. Voici un tableau simplifié récapitulant les caractéristiques des participants. On peut voir que les participants sont des pathologistes plutôt jeunes, essentiellement des internes, avec une expérience plutôt limitée en dermatopathologie. Ils provenaient de nombreux pays différents, surtout la France et les pays francophones limitrophes. 3 mois après leur inscription, presque 21% des participants avaient répondu à l'évaluation, ce qui correspond à 54 répondants et à 204 perdus de vue. Nous avons évalué de manière déclarative l'utilisation du matériel pédagogique. 70% des participants ont utilisé les cartes Anki de manière hétérogène, aussi bien en fréquence qu'en durée. Nous avons observé que 59% les ont utilisées plus d'1 fois par semaine et 35% pour une durée supérieure à 1 mois. La majorité des participants a regardé les cours vidéo. Et ce contenu, à la fois la répétition espacée et les cours vidéo, ont été très appréciés par les répondants, qui leur ont attribué la note de 18 sur 20. Nous avons aussi sollicité les retours des répondants sur leur participation au projet. En particulier, les participants étaient majoritairement convaincus de l'efficacité du projet dans sa globalité. 85% ont considéré les cours vidéo comme efficaces et 92% des participants ont jugé la répétition espacée efficace. De manière extrêmement intéressante, 94% des participants pensent réutiliser la répétition espacée pour leur apprentissage personnel ultérieur. Si on s'intéresse à notre critère de jugement principal à l'issue de l'évaluation finale, les participants ont une note moyenne de 7 sur 10 pour les diagnostics vus en répétition espacée, représentés en rouge, et 5,7 sur 10 pour les diagnostics non vus en répétition espacée, en bleu. Ceci correspond à une différence statistiquement significative de 1,3 points sur 20, avec un petit p égal à 0,00014, soit une amélioration de 22%. La figure de droite représente en ordonnée le différentiel de score, ou delta score, où chaque barre verticale représente un participant. Orange pour les utilisateurs de la répétition espacée et violet pour les participants ayant déclaré ne pas avoir utilisé la répétition espacée. On visualise alors nettement un différentiel de score plus important pour les utilisateurs de la répétition espacée. D'une manière extrêmement intéressante, le score des participants est fortement lié à la durée d'utilisation, avec une différence statistiquement significative entre les catégories. Sur cette visualisation en boîte à moustaches, on remarque une relation linéaire croissante entre le score et la durée d'utilisation. Le groupe d'utilisation supérieur à 2 mois se détache nettement et obtient une médiane de plus de 6 points par rapport aux participants n'ayant pas utilisé la répétition espacée. Cette relation est tout aussi frappante pour la fréquence d'utilisation, avec une différence de score statistiquement significative entre les groupes. Cette différence est particulièrement marquée pour le groupe d'utilisation supérieur à 3 fois par semaine, avec un différentiel de score de plus de 7 points sur 20. Si nous nous intéressons aux facteurs influençant le score total, on remarque que les catégories prédictives d'un score plus élevé sont l'auto-évaluation des participants, il est logique que le score soit corrélé au niveau initial du pathologiste, la durée et la fréquence d'utilisation des cartes sont également statistiquement significatives. En outre, le visionnage sur les courts tumeurs annexielles avait aussi un impact sur le score total. Nous avons également effectué une régression linéaire sur le différentiel de score, autrement dit l'impact de la répétition espacée,
en choisissant les variables les plus pertinentes. Il en ressort que la durée et la fréquence sont aussi des critères prédictifs d'augmentation du différentiel de score. En revanche, le niveau initial était sans effet. Un résultat que nous n'avions pas anticipé concerne le temps de réponse à l'évaluation. Nous avons constaté que les participants répondaient plus rapidement les diagnostics vus en répétition espacée et mettaient en moyenne 2 minutes de moins pour un test nécessitant une vingtaine de minutes, soit 17% de moins, et ce de manière statistiquement significative. Je vais maintenant discuter et mettre en perspective ce travail. Il faut bien distinguer que l'efficacité intrinsèque d'une méthode d'apprentissage n'est pas forcément corrélée à sa popularité. Certaines méthodes d'apprentissage courantes, comme le surlignage ou la relecture répétée, peuvent donner une impression subjective d'efficacité, surtout à court terme, alors que l'amélioration est faible. Dans cette méta-analyse évaluant de manière comparative 10 techniques d'apprentissage, la pratique espacée et la restitution active, qui sont des piliers de la répétition espacée, apparaissent comme étant les plus efficaces. En revanche, les deux techniques mentionnées précédemment, la relecture itérative et le surlignage, ont un impact beaucoup plus faible. Devant ces résultats, on peut légitimement se demander pourquoi la répétition espacée n'est-elle pas davantage utilisée. Par rapport à l'arsenal pédagogique actuel, essentiellement livresque et magistral, nous envisageons la place de la répétition espacée comme un levier pédagogique supplémentaire en appui à ce qui existe déjà. C'est ainsi que nous l'avons utilisé avec les cours vidéo dans SpacePath. La répétition espacée par l'utilisation de Anki est ludique, peu chronophage, parfaitement adaptable à tous les emplois du temps. On ne peut cependant pas ignorer certains freins, comme la méconnaissance de cette technique, la difficulté à l'utiliser ou le changement d'habitude qu'elle implique. Pour SpacePath, nous avons conçu des cartes comprenant pour chacune un seul cas diagnostique, avec plusieurs images à différents grandissements. Nous avons illustré chaque entité par plusieurs cartes et des rappels en mots-clés étaient fournis au dos de chaque carte. Nous pensons que cette manière de faire est particulièrement adaptée aux diagnostics basés sur la morphologie, comme c'est le cas en anatomie pathologique. La meilleure manière de formuler les cartes pour l'enseignement de l'anatomie pathologique reste une question ouverte. En effet, elles sont entièrement personnalisables et d'autres présentations sont possibles. On pourrait ainsi par exemple proposer de légender une image, modalité peut-être plus intéressante pour des pathologistes en début d'internat, ou bien poser uniquement des questions de connaissance. Quoi qu'il en soit, pour être les plus pertinentes possibles, les questions posées doivent être courtes. Il est préférable que les cartes soient connectées entre elles dans une unicité de thème. Enfin, les données à apprendre doivent être significatives, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir du sens et un intérêt pour celui qui les apprend. Plusieurs contextes sont possibles pour la conception et la diffusion des cartes. Elles peuvent être soit réalisées par l'apprenant, de manière autonome à l'échelon individuel, soit réalisées par l'enseignant, par exemple pour les cours de DES ou à la suite de formations type EPU. En conclusion, pour reprendre nos résultats essentiels, la répétition espacée améliore les compétences diagnostiques et la rapidité des pathologistes. Le bénéfice de la répétition espacée est associé à la fréquence et à la durée d'utilisation, avec une forte amélioration des capacités diagnostiques pour les participants les plus assidus. Nous pensons que la quantité d'effet du bénéfice de la répétition espacée, évaluée à 1,3 points sur 20 dans notre étude, est sous-estimée par cette utilisation hétérogène. Un des résultats très intéressants de notre étude est le taux de satisfaction très élevé, avec plus de 90% d'entre eux qui envisagent même de réutiliser la répétition espacée pour leur apprentissage personnel. Enfin, dans notre cohorte de plus de 300 participants, un facteur limitant, comme souvent dans les études en ligne basées sur le volontariat, a été une faible observance, néanmoins comparable aux études similaires dans la littérature. Ce travail ouvre plusieurs types de perspectives. Un des principaux enjeux est de faire connaître cette méthode, ce qui a déjà débuté grâce à notre campagne de communication et qui va se poursuivre par une communication orale à Carrefour Pathologie cette année et par une publication actuellement en cours de rédaction et qui cette fois intégrera les résultats définitifs des participants. Pour la suite, on pourrait également réfléchir à différentes modalités pour créer et mettre à disposition des cartes de répétition espacée, par exemple en créant une plateforme collaborative de partage de cartes Anki ou en développant un système équivalent avec une interface web propre. Une possibilité extrêmement intéressante pourrait être de générer automatiquement des cartes Anki à partir d'un matériel pédagogique préexistant en utilisant des outils basés sur l'intelligence artificielle. Concrètement, les perspectives pour SpacePath pourraient être de reproposer une évaluation à 1 an afin d'évaluer la rétention à plus long terme.
Enfin, une autre manière de faire serait de se concentrer sur des plus petites cohortes mieux suivies, par exemple dans le cadre d'un EPU. À présent, je remercie bien sûr tous les acteurs impliqués dans ce projet, et en particulier mon directeur de thèse et le docteur Pierre Soyer, ainsi que tous ceux qui ont rendu ce travail possible. Merci beaucoup pour votre attention.